Bonjour Timothée Duverger. Bonjour. Nous avons la chance aujourd'hui avec vous, cher Timothée, d'avoir un docteur en histoire, enseignant-chercheur à Sciences Po Bordeaux, et on est en présence, je crois qu'on peut le dire, même si votre modestie va en souffrir, en présence d'un des meilleurs connaisseurs français de l'économie sociale et solidaire. C'était votre sujet de thèse de doctorat qui a donné lieu à un ouvrage. Et vous en avez plusieurs au compteur, si je puis dire, et cet ouvrage a tout de suite fait référence. Il a été publié en 2016 aux éditions Le Bordelot, excellente maison d'édition que nous connaissons bien, où vous dirigez d'ailleurs la collection Territoire de l'ESS. Votre livre est sorti donc en 2016. Il avait pour titre L'ESS, une histoire de la société civile en France et en Europe de 1968 à nos jours. Vous êtes le responsable de la chaire, alors pardon si je prononce mal, TERES, qui veut dire Territoire de l'économie sociale et solidaire, que vous dirigez à Sciences Po Bordeaux, et vous y dirigez un master qui s'appelle Économie sociale et solidaire et innovation sociale, ESIS, qui a été créé par un ami commun, Robert Laforge. Je crois qu'on peut le saluer. Votre expertise est désormais parfaitement reconnue en France et à l'étranger dans ce domaine si vaste de l'ESS. Le petit livre que nous allons présenter, que je montre ensemble, n'a que 126 pages. C'est le format, on va dire, c'est la tradition de cette belle collection Repères à la découverte qui veut cela. Mais ces 126 pages, comme souvent d'ailleurs, mais pour le vôtre c'est le cas, sont très denses et on a le sentiment que vous répondez à toutes les questions que l'on peut se poser sur le sujet. Et ça ne manque pas, c'est moi qu'on puisse dire. D'ailleurs, d'emblée, vous-même, vous posez une première question. C'est la deuxième phrase de votre introduction. L'économie peut-elle être sociale, entre guillemets, et solidaire? Point d'interrogation. D'emblée dans le sujet. Alors, avant de rentrer dans le cœur de votre livre, Timothée Duverger, je voudrais juste vous interroger sur le choix de la collection. Parce qu'il me semble que votre réponse à cette question est aussi une réponse à votre propre interrogation. Quand on regarde bien la couverture, on voit Repères, puis on voit dans un caractère, on va dire, comme disent les graphistes, light, économie. Vous êtes donc publié dans la collection Repères Économie. Il y a d'autres sous-collections dans Repères. J'invite ceux qui nous regardent à aller sur le site internet qui est fort bien fait de Repères. Il y a plusieurs sous-collections: sociologie, philosophie, histoire, droit, sciences politiques, etc. Le fait que vous ayez choisi, ou qu'on ait choisi pour vous, économie, même si c'est en caractère léger, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça veut dire que dans l'expression économie sociale et solidaire, c'est économie le mot le plus important? Parce que quand on rentre dans votre livre et qu'on rentre dans le sujet, on se rend compte qu'il aurait pu être aussi bien publié dans la sous-collection droit et sciences politiques, sociologie, voire histoire. Alors expliquez-nous le choix de la partie économie, puis qu'est-ce que ça veut dire en plus? Ben, merci beaucoup pour cette question. Vous êtes le premier à me la poser. Et effectivement, c'est un choix délibéré et un choix convenu avec l'éditeur, bien sûr, mais c'est un choix qui émane plutôt de moi, en l'occurrence, où j'ai souhaité effectivement affirmer le caractère économique et le positionnement en économie du livre. Alors moi, je suis historien en plus. Alors, je suis en plus pas du tout légitime, a priori, à intervenir en économie. Et on sait que dans le monde universitaire, la question de la légitimité... C'est quelque chose d'assez important. Et alors, chez les économistes, en plus, n'en parlons pas, parce qu'en plus, ils savent, il y avait quand même, il y a quelques années, le débat pour créer une deuxième section au CNU, Conseil national des universités, d'économie politique, justement. Et là, c'est vrai qu'on est sur une approche plutôt d'ordre de l'économie politique, c'est-à-dire qu'une économie qui est insérée véritablement dans les sciences sociales, dans les sciences humaines et sociales, d'ailleurs, parce qu'il y a l'histoire aussi. Donc ça, c'est très clair. Et l'économie sociale et solidaire, dans le champ universitaire, en réalité, c'est un objet, un champ, même un champ scientifique, qui est exploré par de nombreuses disciplines, en fait. Il n'y a pas une discipline, quelque part, enfin, dans le champ des SHS, des sciences humaines et sociales, pas une discipline qui échappe quelque part à l'ESS. Voilà. Donc, et pour saisir vraiment cet objet, finalement, ce champ, il était nécessaire d'abord d'avoir une approche pluridisciplinaire. Voilà. Ça, c'était absolument indispensable. Alors, moi, c'est ce que j'essaye évidemment de faire, mais bon, l'objet le permettant. Et ensuite, effectivement, le positionnement dans l'économie, évidemment, c'est un choix. C'était aussi une manière de dire que l'économie, c'est politique, et ça peut être social et solidaire, évidemment. Donc, c'est une question, c'est une vraie question, pour le coup, que j'investigue vraiment, je pense, dans le cœur de l'ouvrage. C'est pas de donner la réponse de suite. On va voir d'ailleurs, voilà. je vais dire au risque au pluriel
de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on va y revenir sur cette dimension-là. Voilà, donc c'est en tout cas une vraie question explorée, investiguée, voilà, tout au long de l'ouvrage. Mais c'était important d'affirmer, voilà, ce positionnement dans l'économie, y compris en termes de légitimité du champ. Ça me semblait tout à fait essentiel. D'ailleurs, les acteurs eux-mêmes revendiquent souvent le rattachement de l'économie sociale et solidaire à Bercy, par exemple, donc au ministère de l'économie, précisément parce que ça permet de montrer aussi qu'un autre modèle est possible. C'est aussi ça qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que le choix de le mettre en économie, bon, il y a un choix de positionnement éditorial, mais il y a aussi un choix politique derrière. Voilà. Alors, votre réponse me permet aussi de repartir sur ce que dans l'introduction vous appelez les notions plurielles que vous allez convoquer, si je puis dire, ou solliciter. Mais je voudrais peut-être qu'on évoque le plan, pour simplement que le lecteur comprenne bien, à la limite, ce qu'il peut trouver aux différentes étapes de votre travail. Vous avez opté pour 5 chapitres. Le premier, c'est un balayage historique de l'ESS depuis 1830. C'est vraiment, j'allais dire, passionnant, parce que ça remet les choses dans la diachronie, vous le dites très bien d'ailleurs. Le deuxième, intitulé Cadre et perspectives, évoque la vraie loi, ou la première loi en France consacrée pleinement à l'OSS, de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Benoît Hamon, donc c'est une loi de 2014. Mais elle présente aussi le poids de l'OSS en France et en comparaison avec les situations étrangères. Le troisième chapitre, avec ce jeu sur le global et le national ou international, local, pardon, ça s'appelle jeu d'échelle. Donc là, on est vraiment alors, dans la synchronie, mais dans une approche multiscalaire. Le quatrième chapitre est vraiment aussi passionnant que les autres. Moi, c'est peut-être là où j'ai trouvé qu'il y a peut-être des enjeux. C'est ce que vous appelez l'aspect sans doute crucial et stratégique pour l'OSS. Je vais le résumer improprement, vous me corrigerez, comme l'exposition au risque de la réalité dans la confrontation aux lois économiques actuelles. Bon, j'ai à peu près bien compris, ça va. Bon. C'est l'idée. Et puis, donc c'est pour là que vous parlez d'un défi d'identité pour l'OSS. Puis le dernier chapitre, le 5e, est plus prospectif et traite des tendances de l'ESS. Alors, je reviens à votre introduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes appellations que l'on connaît en France depuis 2000 année, dites-vous, page 4 de votre livre, où l'économie sociale historique, coopérative, mutuelle, association, s'est rapprochée de l'économie solidaire? Vous voyez, en fait, historiquement, donc dès le 19e siècle, en fait, donc il y a eu une phase d'émergence en fait de l'économie sociale au 19e siècle, alors qui avait plutôt pris une forme associationniste. En fait, elle balançait entre deux formes. Il y avait une forme associationniste, les premières associations ouvrières, qui avaient donné lieu à des associations ouvrières type de production, qui ont préfiguré les SCOP, les coopératives de production, mais aussi des coopératives de consommation et autres, des sociétés de secours mutuelles également, qui ont préfiguré les mutuelles. Une figure comme Fernand Pelloutier. Voilà, exactement. Donc après, vous avez tout un tas de. Effectivement, on croise la loi de 1901. C'est bien. Ça, c'est bien avant. Voilà, ça c'est bien avant. Et c'est vraiment dès les années 1830 en fait. On parlait de l'associationnisme reposant sur le principe de fraternité aussi. C'était vraiment avec derrière un référentiel démocratique assez fort. L'idée, c'était aussi de faire descendre la République dans l'atelier pour aussi installer la République d'ailleurs en tant que régime, avec la Révolution notamment de 1848. Donc on était dans ce champ-là avec une décantation progressive et puis qui donc il y avait aussi une tendance un peu plus philanthropique, héritée aussi de courants soit patronaux, soit catholiques notamment. Soit Maçon aussi, mais maçonnisme était aussi beaucoup dans une fibre pour le coup un peu plus démocratique, et notamment ça s'est beaucoup vu sous la Troisième République, où là effectivement il y a eu une institutionnalisation assez forte de l'économie sociale avec des statuts en fait qui ont été donnés par la loi, parce qu'en France en fait par définition on reconnaissait pas depuis la loi Le Chapelier sous la Révolution française, on reconnaissait pas ou peu on va dire les corps intermédiaires et notamment toutes les formes d'action collective. Et donc la Troisième République a corrigé ça, elle a amendé en fait le jacobinisme, comme dirait Rosan Vallon, avec des statuts qui ont été octroyés. Donc évidemment, les syndicats ont été reconnus en 1884, la mutualité en 1898, l'association en 1901 et les coopératives. Alors là, il y en a eu beaucoup, mais si je prends les SCOP, c'est en 1914, les coopératives de consommation en 1917, etc. Donc il y a effectivement une reconnaissance statutaire, mais qui est aussi un éclatement du champ de l'économie sociale entre une multiplicité de familles avec des statuts autour desquels se structurer des mouvements. Et on a hérité de tout ce mouvement-là, on va dire, dans les années 70, avec des reconfigurations de l'État-providence qui ont, parce que en fait l'État, au
cours du XXe siècle, a occupé toute la place et a arrimé quelque part à lui ces organisations de l'économie sociale. Les mutuelles étaient liées plutôt à la sécurité sociale, évidemment. Les associations, il y a tout le champ progressivement de l'action sociale et médico-sociale, par exemple, qui s'est structuré, celui de l'éducation populaire, et ainsi de suite. Les coopératives ont été beaucoup utilisées au moment de la reconstruction. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de scopes du bâtiment, par exemple. Les castors, voilà. Alors, les castors, pour le domaine, effectivement, puisqu'il y en avait quelques-unes dans la région, en effet, avec une inspiration souvent catholique, là, dans le cas présent, Pessac, avec les communautés. Voilà, donc à Pessac, c'était clairement ça pour les castors. Comme il y a eu à Valence les communautés de travail, qui, elles, étaient des sortes de coopératives de production, mais avec une inspiration communautaire assez forte. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu tous ces mouvements qui se sont structurés, mais finalement, avec les mutations de l'État-providence dans les années 70, notamment une moindre intervention économique de l'État, enfin, dans les circuits financiers en particulier, avec des réformes du système de protection sociale, les premières réformes de la sécurité sociale, les ordonnances Jeanneney, par exemple, 67, en 67, voilà, donc c'est assez ancien. Il y a eu une reconfiguration qui fait qu'on a fait réémerger une famille, historiquement, de l'économie sociale, c'est-à-dire que toutes ces familles qui étaient dispersées, finalement, se sont rassemblées en 1970, se sont structurées, se sont institutionnalisées, avec un relais qui s'est trouvé dans la deuxième gauche, et notamment avec Michel Rocard. Alors on va y venir, parce que ça... je développe pas trop, mais en tout cas, il y a toute cette économie sociale historique là, qui a été après dans les années 1980, 90, challengée par une nouvelle économie sociale, une économie solidaire, qui en fait face justement là aussi aux mutations de la société, à la montée du chômage, à la crise du lien social, à l'émergence des enjeux écologiques, à l'émergence des questions, le féminisme, etc. Le régionalisme, etc. Donc, il y a tous les nouveaux mouvements sociaux, en fait, qu'il y a derrière, les travaux derrière ça. de Touraine sur les Exactement. MS, Alain Touraine, voilà. Donc, il y a eu effectivement des nouveaux mouvements sociaux, et l'économie solidaire leur a fourni une traduction, une forme de débouché économique, en fait. Donc, c'est là que se perd une forme pas synthèse, mais de regroupement, dites-vous, presque de réconciliation entre le social et le solidaire. C'est-à-dire que l'économie sociale historique était plutôt liée, à des organisations, d'ailleurs d'hommes en réalité. C'était beaucoup des hommes blancs, j'ai envie de dire, pour l'économie sociale historique, parce que c'était lié, à un mode de société industrielle en fait. Ça s'est construit dans cette époque-là. Et donc, alors que l'économie solidaire, elle était plutôt émergente des nouveaux mouvements sociaux. Donc, on y trouve plus de femmes, on y trouve plus de couleurs, on y trouve Et donc, effectivement, il y a une véritable synthèse qui s'est opérée entre ces deux dimensions, une forme plus institutionnalisée, une forme plus instituante quelque part. Et au tournant des années 2000, les deux familles, on va dire, se sont un peu réconciliées. Voilà. Alors, votre réponse montre bien que la relation entre l'économie sociale et solidaire, au sens alors là vraiment actuel, et la question politique est essentielle. J'ai noté, toujours un peu au début de votre livre, page 13 et page 16, je vais vous évoquer, je vais reprendre deux moments historiques que vous citez. Le premier, c'est une expression de Christian Topalov en 99, vous voyez à quoi je fais référence. Vous dites que l'économie sociale a été soutenue par une nébuleuse réformiste, et que justement, soutenue par une nébuleuse réformiste, l'économie sociale se trouve ainsi au cœur du compromis social républicain. Et puis, page 16, trois pages plus tard, c'est plus du tout la même chose, ça fait référence à une autre période, triste période, mais qui va avoir des conséquences, on va le voir. Le primat, vous écrivez, le primat de la valeur d'égalité sur la valeur de fraternité, comme la complaisance vis-à-vis du corporatisme de Vichy, particulièrement de la charte du travail, sont à l'origine de la relative marginalisation dans le régime républicain d'après-guerre. Alors, ma question, c'est, est-ce que, parfois, à son corps défendant, l'ESS n'a pas été plus ou moins instrumentalisé dans une perspective politique, mais au sens de rapport de force, quoi? Oui, très clairement, elle trouve, parce qu'elle a besoin à un moment donné, ce que je disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État, parce qu'on est dans une société un peu particulière en France quand même, avec effectivement un poids de l'État particulièrement fort, ce que on va appeler une culture politique de la généralité qui passe par la loi, la volonté, l'expression de la volonté générale, etc. Bon, donc il y a et aussi une dimension universelle, une dimension universelle qui du coup refuse au fond toute fragmentation, et donc refuse notamment les corps intermédiaires qui par définition ne
peuvent représenter des intérêts collectifs, mais pas l'intérêt général. Donc il y a vraiment cette culture-là. Donc forcément, l'économie sociale, qui est devenue solidaire, a toujours eu besoin en réalité d'une reconnaissance institutionnelle, ne serait-ce que pour pouvoir exister, c'est-à-dire d'avoir des statuts juridiques qui la protègent en fait, et qui lui permettent de se développer, d'exercer, etc. Donc il y a toujours eu ce besoin effectivement, alors même que tout au long du 19e siècle, elle a quand même fait l'objet de nombreuses répressions de la part de l'État. D'ailleurs, 1848, la révolution de 1848 avec le développement des associations ouvrières, ça n'a pas été toujours simple. Derrière, il y a eu le coup d'État de Bonaparte, de Louis-Napoléon Bonaparte, qui est devenu après Napoléon III. Mais effectivement, avec cette idée aussi derrière qu'il y a eu des exils, donc beaucoup de monde sont partis évidemment de France, et donc le mouvement ouvrier s'est retrouvé un peu décapité, et avec lui le mouvement coopératif typiquement. Donc il y a toujours eu ce problème-là, on va dire. Et il y a cet héritage qui pèse lourd en réalité dans notre histoire française du 19e siècle, de ces révolutions, de ces restaurations, et de sa répression à l'égard notamment du mouvement ouvrier et particulièrement de ces formes d'action collective. Voilà. Et donc automatiquement, oui, il y a besoin de relais politiques pour pouvoir exister. Et donc l'économie sociale, évidemment, elle a trouvé un premier compromis républicain sous la Troisième République, où effectivement, au moment même où naissaient en fait d'un côté les politiques publiques qui étaient d'abord des politiques sociales, en réalité, première grande loi sociale de la Troisième République, loi sur les accidents du travail, la loi sur les retraites en 1910. La semaine de 48 oui, heures, enfin la loi de tout à fait. 8 heures. Temps de travail, etc. Donc il y a eu effectivement de grandes lois sociales qui ont été prises. Et puis de l'autre côté, il y avait l'idée que, il n'y avait pas encore d'État-providence, c'était pas encore à l'État de prendre en charge, on va dire, un peu l'ensemble de la société, mais en tout cas, c'était l'idée de corriger ce jacobinisme et de faire en sorte que la société puisse se prendre en charge elle-même. Voilà. Et donc d'avoir, à côté des grandes lois sociales qui posent un cadre juridique, d'avoir en fait des organisations collectives qui lui permettent de se défendre face à l'économie, finalement, de se protéger face à l'économie. Il y avait vraiment cette idée-là. Donc là, elle a trouvé un débouché, effectivement, sous la Troisième République. Et puis, en fait, ce qu'on observe quand on regarde l'évolution de l'économie sociale sur longue période, c'est qu'en fait, elle arrive à traverser tous les régimes. C'est-à-dire parce que dans l'économie sociale, il y a des courants extrêmement différents. Donc, il y en a sous Vichy qui ont pu être réprimés. Il y a eu des dissolutions d'un certain nombre de fédérations. L'interdiction des syndicats. L'interdiction des syndicats. C'est pas l'économie sociale. Oui, mais ça touche. Ça. Oui. Voilà. Et puis même, il y a eu des dissolutions de certaines organisations de l'économie sociale. Puis il y en a d'autres qui, par opportunisme ou par conviction, ont rejoint le régime de Vichy. Mais comme parce qu'en fait, ce n'est que le reflet de la société. Je veux dire, on n'était pas dans une société où tout le monde était résistant. Donc voilà. Donc et ça se retrouve évidemment aussi dans une partie. On peut pas dire l'économie sociale a été collabo ou à l'inverse a été résistante. Il y en a qui ont été résistantes, d'autres qui ont été collabos. Et effectivement, la mutualité française, notamment, a eu des positions pendant une année, on va dire, favorables à la charte du travail. Et y compris parce que ça rejoignait ses convictions en termes de corps intermédiaires, de corporatisme. Le corporatisme, pour eux, était une forme de reconnaissance aussi des corps intermédiaires. Donc il y avait un fond quand même idéologique convergent sur ce point-là très précis. Enfin, ça n'a pas tenu très longtemps. Ça a tenu une année, cette affaire. Mais c'est vrai que du coup, elle traverse tous les régimes. D'autant qu'en plus, à partir de 43, c'est d'abord les jours heureux, le programme du CNR. Et là, pour le coup, l'État-providence retrouve, je vais dire, toute sa consistance dans la perspective de la libération. Ça va donner Pierre Larocque et la sécurité sociale des 45. Et là, quelque part, l'État remet la main un peu sur l'économie sociale. Alors, ça nous permet d'aborder un autre passage, et je vais encore vous citer. C'est page 21, vous dites théorisé au féminin, théorisé par Jean-Louis Laville et Bernard M. L'économie solidaire porte le projet d'un nouveau contrat social pour sortir de la vision réductrice d'une économie lucrative et d'une solidarité redistributive, en encourageant le développement d'initiatives socio-économiques ainsi qu'une économie plurielle. Alors là, on voit là encore l'évolution dans la relation politique. Alors vous évoquez les 110 propositions de François Mitterrand. Bon, les jeunes qui nous regardent risquent de pas trop voir à quoi ça correspond et identifier ça à l'édit de Nantes d'Henri IV du point de vue du temps, si je puis dire. Mais il s'agit donc en fait de la déclinaison du candidat François Mitterrand à la présidentielle de 81. De ses propositions, qui vient d'ailleurs, cette déclinaison vient en substitution du programme commun d'union de la gauche qui vole en éclats en septembre 77. Et alors c'est amusant parce que vous dites il n'y a qu'une proposition parmi les 110 qui correspondent à l'économie sociale et solidaire, et puis vous dites
Quelque part, ça montre que François Mitterrand, c'est pas trop son truc, pardon, hein, vous le dites beaucoup mieux que moi, parce que vous parlez bien, contrairement à moi. Mais vous dites aussi que le dossier va être confié à Michel Rocard. Là, c'est quand même assez extraordinaire, parce que s'il y a quelqu'un avec qui François Mitterrand n'a pas les meilleures relations du monde, c'est quand même Michel Rocard, qui se retrouve ministre d'État, ministre du Plan en 1981, avec donc l'économie sociale et solidaire en codicile, si je puis dire. Et en fait, ça veut dire que l'économie sociale et solidaire est associée à ce qu'on appelle la deuxième gauche, c'est-à-dire la gauche autogestionnaire, la gauche de la CFDT. C'est plutôt ça. Hein. Tout à fait. Oui, ça c'est un point assez important. Alors ça vient de loin, parce qu'en fait, c'était travaillé au sein du Parti socialiste déjà par Rocard quand il est passé au PS en 74, du du PSU. Voilà, il a ça dans la corbeille de mariage au moment des assises du socialisme. Exactement, exactement. Et donc, il a amené en fait l'utopie autogestionnaire qui a été intégrée plus ou moins, hein, parce que bon, le PS était dans les années 70 un parti attrape-tout en réalité. Enfin, ça a été bien démontré, avec l'idée d'essayer de capter les nouveaux mouvements sociaux. La différence avec la période actuelle où là, c'est plutôt un parti attrape-rien. Oui, c'est plutôt ça. Ça a évolué, c'est un petit peu. Voilà. Mais toujours est-il que. Mais à l'époque, ça marchait bien. Non, mais c'est assez juste. Donc, toujours est-il que à l'époque, c'était en tout cas, ça marchait plutôt bien avec évidemment le savoir-faire et la stratégie de Mitterrand et l'incarnation aussi de Mitterrand. Mais donc, il était un peu attrape-tout. Et donc, effectivement, il avait son programme Changer la vie. Donc, il avait ses thèmes aussi assez forts où il a essayé de récupérer cette dynamique un peu autogestionnaire, mais qui était amenée, voilà, plutôt aussi notamment par le PSU, par Rocard, qui avait monté dès le milieu des années 70 des groupes de travail autour justement de la question de l'économie sociale. Parce que le problème qu'avait Rocard, c'était qu'il avait beaucoup défendu au PSU en 68, etc., l'utopie autogestionnaire, mais en réalité, il ne savait pas exactement à quoi ça correspondait. Donc voilà, parce que bon, c'était des débats très idéologiques, mais pas toujours très politique publique, quoi. Sauf qu'au moment où on se dit on va prendre le pouvoir, il faudrait peut-être avoir des propositions un peu plus concrètes. Donc ils les ont travaillées avec un certain nombre de cadres dirigeants de l'économie sociale historique, des mutuelles, des coopératives, qui sont allés travailler au sein du Parti socialiste là-dessus. Et donc Mitterrand nommant Rocard, c'était en fait dans la continuité de tout ce travail-là. Rocard ayant, alors certes, une relation un peu passable, on va dire, avec Mitterrand, mais ayant une bien meilleure relation avec Pierre Mauroy, notamment. Tout à fait. Qui lui ancienne, qui datait de la jeunesse et ses filles de 53. Qui datait qui venait de loin, avec un Mauroy qui était en plus déjà sensibilisé, hein, notamment parce qu'il vient des mouvements aussi de l'éducation populaire. Bon, il connaît bien le socialisme ouvrier au niveau de Lille, etc., dans le Nord. Bon, donc il était beaucoup plus ouvert, on va dire, à la question de l'économie sociale. Et finalement, il a soutenu aussi les projets, on va dire, de Rocard dans son gouvernement. Alors bien sûr, ça restait tout à fait marginal, mais bon, il l'a soutenu. Et peut-être pour réagir juste sur un point, parce que vous évoquiez le programme commun, dans l'idée de Rocard est tel que... L'union de la gauche. Oui, d'union de la gauche, voilà, programme commun pour l'union de la gauche, effectivement. Mais dans l'idée de Rocard, il y avait évidemment, et c'était le débat des deux gauches, effectivement, c'était de dire, bon, il ne faut pas tout nationaliser, il faut peut-être des nationalisations partielles, il faut nationaliser un peu moins, puis il faut surtout développer des modes d'action collective de la société civile, et donc développer l'économie sociale, en fait. Et donc, il opposait aux nationalisations l'économie sociale. Bon, évidemment, il a perdu quelques congrès, il a perdu l'investiture, enfin bon, il n'y est même pas allé, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était pour lui vraiment une alternative au projet des nationalisations, dont on voit d'ailleurs qu'elles n'ont pas tout à fait bien marché. En tout cas, il y a eu un recul et un stop qui a été mis assez rapidement, mais il a quand même pu, au sein du gouvernement, développer une première institutionnalisation, effectivement, de l'économie sociale, avec une première loi qui était une loi essentiellement coopérative, en réalité, mais en 83, en fait, qu'il avait préparée à l'époque. Il avait monté une délégation interministérielle à l'économie sociale, un institut de financement également. Enfin bon, il avait intégré aussi, du coup, l'économie sociale au contrat de plan, ce qui a permis de lier notamment l'économie sociale à la décentralisation pour la faire atterrir sur le territoire, et notamment dans son lien au développement local. Autre thème qui est une forme de débouché de l'autogestion en réalité. Voilà. C'est tout à fait passionnant parce qu'on se rend compte qu'à travers c'est-à-dire cette variable test ou ce fil rouge de l'économie sociale et solidaire, on revisite aussi toute l'histoire politique française. Alors, on arrive à la loi Hamon, page 26 dans votre ouvrage. Restons un instant sur l'article 1. Vous dites que cet article 1 permet de comprendre que la loi Hamon se caractérise à partir de trois principes. Le premier, un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices.
Deuxièmement, une gouvernance démocratique non liée à la détention du capital. Et troisièmement, un but non lucratif, c'est-à-dire des bénéfices majoritairement réinvestis dans le maintien ou le développement de l'activité, une mise en réserve obligatoire, impartageable et non distribuable. Alors, est-ce que toutes les entreprises ou les activités qui se réfèrent à l'ESS observent, selon vous, ces trois principes? Alors, elle les observe, disons, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le penser comme un triangle dans lequel, après, on place en fonction des curseurs de chacun. Donc, le triangle n'est pas forcément isocèle. Non. Il peut être un peu oui, latéral. rectangle. Mais tout à fait. Mais en fait, l'idée, c'est que, par exemple, si je prends le cas des coopératives, on est sur un système plutôt, non pas de non-lucrativité stricte, c'est-à-dire elles peuvent effectivement distribuer une partie des bénéfices associés aux parts sociales, mais c'est limité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un plafond. Donc c'est le critère de non-lucrativité est respecté, mais pas autant, évidemment, que dans une association. Dans une association ou dans une fondation, cette non-lucrativité, elle est stricte. On ne distribue aucun bénéfice. En revanche, dans une coopérative, vous avez une organisation démocratique, y compris qui peut concerner le travail lui-même dans le cadre des scopes, où ce sont les travailleurs qui décident, qui élisent leurs dirigeants, en réalité. Alors que, par exemple, dans une fondation, c'est pas du tout ça. Une fondation, c'est celui qui a créé la fondation qui dirige en réalité. Voilà, mais c'est non lucratif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans certains cas, vous allez avoir aussi une recherche d'utilité sociale ou d'intérêt général, on va dire, dans les activités. Donc, ça va être le cas, par exemple, de toutes les associations qui sont subventionnées, c'est-à-dire dans le champ de l'action publique, c'est-à-dire qui sont des associations dans le domaine du social ou du médico-social, par exemple. Le Bloc Léné appelait une époque les pseudopodes aussi de l'administration publique, c'est-à-dire... Parfois, oui. Alors, bon, sans aller nécessairement jusque-là, parce qu'il pouvait en parler peut-être pour d'autres types d'organisations, mais cela dit, effectivement, ça peut aboutir à ça dans certains cas, évidemment. Donc, c'est l'activité qui détermine un peu la configuration de votre triangle? En partie, oui. L'activité, les modes de financement, c'est-à-dire si vous êtes très inséré sur le marché, vous allez être un peu moins concerné par l'intérêt général, un peu moins par la non-lucrativité, mais un peu plus par l'organisation démocratique. Ça va, oui, d'accord, mais ça va nous permettre d'aborder le chapitre 4 là, sur les défis et les enjeux. Pour ce qui concerne le poids de l'ESS, comme vous l'écrivez au début de la partie que vous consacrez à cette question, il y a un biais, déjà, dites-vous, dans les chiffres. Quand on veut identifier la part de pourcentage de l'ESS au PIB. Alors bon, on va pas faire ce débat sur le PIB, est-ce que c'est un bon indicateur, le mauvais indicateur, on connaît les thèses un peu en place, mais vous dites que finalement le PIB ne prend pas en compte des dimensions comme la dimension environnementale ou sociétale. Alors vous citez un statisticien qui s'appelle Philippe Kaminski, qui estime la contribution en France de l'OSS au PIB français entre 6 et 7%. Et quand on regarde un tableau tout à fait passionnant que vous présentez sur la situation par rapport à des pays comparables, c'est plutôt la moyenne, même un peu au-dessus du panier. Vous me confirmez? Enfin, j'ai vu. En tous les cas, plus que dans d'autres pays européens. Mais quand je regarde la diversité de la liste des contributeurs par secteur d'activité, alors là, je vous avoue que j'étais parfois un peu surpris. Alors, vous parlez des coopératives de commerçants. Bon, ça représente 138 milliards d'euros. D'accord? Et là, on regarde le chiffre d'affaires. On regarde la liste. Leclerc, Systému, Astera. Bon, les coopératives agricoles et agroalimentaire, un chiffre d'affaires de 84 milliards d'euros. Les coopératives bancaires, groupe Crédit Agricole, Banque Populaire et Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel, un chiffre d'affaires de 68 milliards d'euros. Bon, je ne vais pas vous taquiner, mais enfin, ne pas me faire croire que Leclerc, le Crédit Agricole, ce sont des entreprises de l'ESS telles qu'on les entend. Parce qu'en réalité, ce sont des entreprises de l'ESS puisqu'elles sont statutairement et juridiquement dans le champ de l'économie sociale. Alors après, ce qu'il faut dire, c'est que dans le cas des coopératives agricoles ou dans le cas des coopératives de commerçants, ce sont des coopératives de second degré. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des coopératives d'entreprise. Ce sont des coopératives de personnes morales, pas de personnes physiques. Et donc ça, c'est un point très important parce que ça veut dire aussi qu'elles importent les valeurs de ces entreprises au sein du fonctionnement aussi. Donc elles ont quand même la coopération qui leur quand même donne des
des objectifs qui peuvent être un peu différents quand même au demeurant des autres systèmes, mais n'empêche que ce sont pas les mêmes coopératives que évidemment les SCOP, où là ce sont des travailleurs, voilà, ou que ce qu'ont pu être pendant longtemps les coopératives de consommateurs, Comme la les Camif, coopératives de consommation, oui, ou la Camif dans un Mhm. autre genre, bon, Oui, qui était un peu spécifique, parce que là en plus, bon, c'est lié à les d'autres univers, instituteurs, oui. au monde des enseignants, voilà, et au monde syndical en fait. Mhm. Donc effectivement, ça dépend en réalité. L'économie sociale, son orientation politique, elle dépend d'abord de sa composition sociologique d'une certaine Alors, manière. pardon, je ne veux pas personnaliser, mais Ouais. aussi bien pour le Crédit Agricole, qui est donc Oui. organisé en caisse régionale avec une Mm. fédération nationale du Crédit Oui. Agricole. C'est cette fédération nationale qui relève de l'ESS, c'est Mm. ça. C'est ça, c'est ça. Et pour les centres Leclerc, parce que c'est pas ce qui vient spontanément à l'esprit quand on est dans un centre Leclerc qu'on est chez un coopérateur, même si Non, Michel-Édouard Leclerc va nous dire le contraire, c'est la structure fêtière en fait qui est D'accord. effectivement qui fait qu'on s'inscrit dans le champ coopératif. qui n'est pas une structure capitalistique. Non, non, voilà. D'accord, Mais d'accord. c'est ça qui est intéressant. Et après c'est pour ça qu'en réalité, c'est pour ça que d'ailleurs je dis dans le livre que bon, il y a le PIB, mais au-delà même du calcul du poids du PIB, qui de toute façon la part de l'ESS là-dedans, bon, c'est pas vraiment le sujet parce qu'en fait, à partir du moment où l'objectif n'est pas strictement économique, c'est-à-dire le but c'est pas juste de faire des profits, donc et même c'est même pas le premier objectif puisque l'un des critères et l'une des règles que vous avez rappelé, c'est d'avoir un but autre que le simple partage des bénéfices. Donc à partir de là, c'est vrai que le fait même de comptabiliser dans le PIB pose problème. Et donc forcément, quand on observe l'ESS du point de vue de sa création de valeur, on va dire, bah forcément on tombe plutôt sur ces acteurs-là, mais qui en fait ne représentent pas réellement l'ESS. Parce que certes, ils ont un poids économique tout à fait fort, mais le poids en emploi, c'est pas du tout le même. C'est-à-dire que le poids en emploi, lui, va se retrouver davantage dans le secteur associatif. Bah, vous faites des transitions tout seul, puisque le point d'emploi, le point Voilà. d'emploi, c'est abordé page 38. Là, il y a un chiffre qui est quand même extrêmement important. Alors, c'est un chiffre qui a été établi en 2019 par l'IFOP et France Bénévolat. 13 millions Le bénévole. de personnes bénévoles dans l'ESS. C'est quand même extrêmement frappant. Et alors, ce qui est très intéressant, je pense que ça a dû donner lieu à des études universitaires, c'est les différences, par exemple, territoriales. Et vous dites que, vous vous rappelez que c'est la Bretagne avec 14,3% de l'emploi ESS sur le total des actifs qui est en tête avec l'Île-de-France, mais la Bretagne. Et là, moi, je peux pas m'empêcher de retrouver l'influence, par exemple, de la CFDT, entièrement de la CFTC ou de la JAC, la Jeunesse Agricole Chrétienne, en Bretagne, avec des mouvements qui vont être, par exemple, le Crédit Mutuel de Bretagne, donc ça, qui présente pratiquement dans tous les... plus que les chefs-lieux de canton, presque dans les villages de Bretagne, ou bien sûr la naissance des centres Leclerc, avec le premier magasin de l'épicier de Landerneau, c'est-à-dire Édouard Leclerc. Bon. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une dimension aussi culturelle à l'ESS au sens de culture ethnologique, quoi? Oui, mais sans parler sans je essentialiser, mais non, mais il y a, vous avez tout à fait raison, puisqu'effectivement, en fait, c'est ce que ça touche à la question des régimes territoriaux en fait de l'ESS et notamment la question effectivement du capital social en fait à l'intérieur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une densité de réseaux de relations qui fait qu'en fait ça va constituer un terreau favorable à de l'action collective, sachant qu'en fait l'action collective appelle l'action collective. Donc évidemment, quand on est dans les mouvements dans des terres effectivement en l'occurrence qui sont très influencés par les mouvements catholiques, évidemment, le catholicisme social. Catholicisme social, pour être précis, tout à fait. Ça va se retrouver évidemment dans les coopératives. On le voit aussi dans le Pays Basque. Enfin, on le voit dans un certain nombre de territoires. Et oui, ça constitue clairement un terreau, on va dire, favorable au développement de l'économie sociale. Parce qu'en fait, l'économie sociale, ce n'est jamais que de l'économie du lien social, d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que la question, effectivement, de la structuration des sociabilités est tout à fait fondamentale en fait pour l'émergence de l'ESS. Si vous êtes dans une société très individualiste, très atomisée, forcément, l'ESS sera moins développé. Alors ça ressort d'un certain nombre de travaux, parce que votre livre se caractérise aussi par le fait que pour tout étudiant un peu à un niveau supérieur qui a besoin de bibliographie, alors il a tout là, c'est pas la peine de pianoter sur Internet, il y a tout, et c'est extrêmement riche avec les travaux les plus actualisés en termes de recherche. Et vous citez les travaux par exemple de Jacques Pallard, de Jabir Itchaïna, qui sont donc au centre Émile Durkheim à Bordeaux, et qui ont beaucoup travaillé sur cette dimension
culturo-politique, on va dire, de l'OSS et le rapport au territoire. Alors, ça nous amène à la dimension, ce que vous appelez l'approche multiscalaire de l'ESS, comme champ scientifique ou catégorie d'action publique. Vous dites que l'ESS est souvent traité au niveau micro. Les organisations de l'ESS, ça peut être des suites de monographies, ou méso, en termes de relations milieu, on vient d'en parler, mais rarement à un niveau macro, c'est-à-dire à l'échelle de la nation, ou dans une comparaison internationale. Alors, on va pas aborder ces trois niveaux, on n'a pas le temps, mais il faut se reporter au chapitre 3. Ça incitera les lecteurs à prendre votre livre. Mais parlons un peu de la relation à l'échelon macro. Comment est-ce que les institutions européennes sont venues, j'allais dire, en surplomb de cela? Et quelles sont les différences avec des pays voisins? Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité, Timothée, la situation des coopératives au Pays Basque. Alors, j'allais dire côté français, mais on connaît celle de Mondragon en Espagne, pas Mondragon, dans le Pays Basque espagnol, c'est si importante. Comment ça se passe en Allemagne, en Scandinavie ou en Italie? Et vous publiez un tableau de José Luis Monzon et Rafael Chavez. J'ai regardé son université de Valence en Espagne, publié en 2017 sur cette question c'est vraiment très intéressant. Qui donne effectivement quelques indications. Ouais. Non, mais c'est une bonne question. Alors, sur la question européenne, alors il y a un premier niveau sur la question de l'institutionnalisation. En fait, c'est une institutionnalisation assez ancienne qui en fait remonte à Delors. C'est intéressant parce que là aussi, le Delors européen. Notre Jacques Delors, mais européen, effectivement, en 89. Le vôtre, vous voulez dire. Voilà. Toujours est-il que, alors, en tout cas, il appartient à notre patrimoine national, quand même, presque. Genre. C'est mieux dit comme ça. C'est mieux dit comme ça. Donc tout ça pour dire que Jacques Delors, donc effectivement en 89, a mis en place une première politique de reconnaissance de l'économie sociale au niveau européen, en relais en fait de ce qu'avait fait Michel Rocard auparavant au niveau national, et puis avec un Michel Rocard qui était à cette époque Premier ministre de François Mitterrand. 91. Voilà. Et donc il y avait une première conférence européenne de l'économie sociale à Paris, Arche de la Défense. Bon. Donc où on a effectivement établi cette première institutionnalisation qui s'est continuée alors un peu de manière chaotique par des politiques de stop and go, parce qu'en fait jusqu'à quand même une institutionnalisation très forte récemment, puisque la Commission européenne a annoncé en décembre 2021 un grand plan d'action à l'économie sociale, où là vraiment on est sur une approche un peu systémique, où vraiment l'idée de constituer une véritable politique publique, pas juste des prémices, des esquisses, mais vraiment une politique publique forte sur l'économie sociale, qui doit aboutir sous présidence espagnole prochainement à une recommandation qui serait le plus haut niveau de reconnaissance pour cela, puis surtout pour la mise en œuvre avec les moyens qu'il faut derrière également. Donc on est dans ce moment-là aussi, d'un point de vue historique, mais c'est vrai que pendant 30 ans, ça a été un peu laborieux pour arriver à ce résultat-là, parce qu'il y a en réalité une grande diversité des situations entre les pays européens qui s'est accrue, à vrai dire, avec l'ouverture aux pays de l'Est, l'élargissement aux pays de l'Est. Très clairement, ce qu'on appelait jadis les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, j'allais dire, c'est pas leur truc, l'économie sociale. C'est pas tout à fait. Non, parce que le problème, c'est qu'en plus, ils ont connu les coopératives, mais soviétiques, donc c'était pas tout à fait les mêmes coopératives, mais ça s'appelle coopérative, et donc il y a une forme aussi de phobie presque coopérative de ce point de vue. En Scandinavie, j'étais surpris, ça n'a pas l'air de marcher très fort. C'est lié à la place de l'État, c'est-à-dire que en réalité, alors il y a des mouvements citoyens type associatif, on va dire assez forts, qui prennent en charge toute l'organisation autour de l'éducation, les loisirs, etc. Donc en Scandinavie, on va trouver plutôt ces formes-là, mais la place de l'État, évidemment, fait que il y a eu peu de place pour le développement de l'économie sociale. Voilà. Donc ça dépend. Et c'est vrai qu'on le retrouve davantage dans les pays latins. Donc en fait, on retrouve une plus forte présence de l'économie sociale dans l'ensemble des pays latins. Donc on va le retrouver en Belgique, en Espagne, en Italie, dans un certain nombre de pays comme ça. Portugal, évidemment. En Grèce. En Grèce, bien sûr. J'évoquais récemment sur cette scène avec quelqu'un que vous connaissez bien, Florence Aubenas, dans son dernier livre, elle évoque une coopérative en Grèce qui est très connue, qui est
cette coopérative de société des autocars en Grèce, les autocars verts que tout le monde prend en voyageant en Grèce. Eh bien, en fait, c'est une coopérative. Voilà, Voilà. exactement. Et c'est vrai que non, c'est très présent. Voilà, dans l'ensemble en fait des pays latins, nettement moins du coup dans d'autres Ouais. pays parce qu'ils ont des cultures juridiques différentes, un Ouais. poids de l'État qui va être différent, des constructions. Par exemple, en Allemagne, c'est sûr que la structuration du mouvement ouvrier s'est faite beaucoup par les syndicats et le parti, voilà, et donc peut-être moins par l'économie sociale, qui elle a plus été structurée en Allemagne presque par des mouvements confessionnels. Donc c'est vrai qu'on a une diversité institutionnelle extrêmement forte en fait au niveau mondial, mais également au niveau européen, et c'est ce qui fait qu'il y a eu des blocages pendant longtemps. Mais ça, c'est en train d'être levé. C'est assez étonnant. Donc par exemple, là, actuellement, il y a un ministre qui est en charge de l'économie sociale au niveau allemand. Donc les choses sont en train d'évoluer parce que bon, il y a eu le Covid aussi qui est passé par là. Mais Voilà. pardon de vous interrompre, Oui. Timothée. Au niveau des commissariats européens, de la Commission, j'ai cru comprendre que ça avait aussi bougé dans les attributions. Actuellement, c'est rattaché à un commissaire particulier. Schmitt, oui, tout à fait. C'est un commissaire qui vient du Luxembourg, D'accord. qui est un Où ancien. ça, c'est très présent là, les coopératives au Luxembourg. Oui, alors j'ai vu ça. Le Luxembourg qui en plus a, oui, tout à fait, qui en plus a une loi sur l'économie sociale qui doit être de 2016 ou par là, et c'était Schmitt qui l'avait porté. Donc il était ministre à l'ESS et là maintenant il a un portefeuille avec l'ESS, donc il porte ça avec beaucoup de force, on va dire, au niveau européen. Et il est relayé actuellement par les gouvernements particulièrement français, bien sûr, espagnols également et belges aussi. Voilà. Donc on a des gouvernements qui soutiennent, et à partir de là, quand les États soutiennent, forcément, ça déroule, quoi. Alors on arrive à votre chapitre 4 sur la problématique de l'identité. Alors vous avez, il n'y a pas de problème, non seulement tous vos papiers en règle en matière universitaire, mais également en matière de grille d'analyse. Donc vous convoquez même les grandes figures comme Habermas sur l'agir communicationnel. En fait, ça fait référence aux travaux de Bernard Enjolras sur cette question. Et vous dites que là, on est sur une question cruciale sur l'avenir de l'ESS. Alors, je vous cite encore, permettez-moi de vous citer. L'ESS peut-elle préserver ses spécificités dans un environnement qui homogénéise les logiques d'action? Et 2 pages auparavant, dans votre chapeau introductif de ce chapitre 4, vous écrivez: l'OSS est ainsi confrontée à une crise d'identité. Tient-elle sa promesse de construire une autre économie, entre guillemets? Ses spécificités survivent-elles au processus d'isomorphisme institutionnel? Résiste-t-elle à la logique marchande? Comment le travail y est-il appréhendé? Alors, je voudrais que vous expliquiez, pour sortir un peu, non pas du jargon sociologisant, modèle post-bourdivain, mais c'est pas du tout le cas de votre texte, qui est vraiment très très compréhensible. Là, expliquez-nous ce que c'est que le processus d'isomorphisme institutionnel. Ça, c'est le mot le plus barbare, en réalité. Oui, c'est là que moi, mes compétences se sont... je n'ai pas compris. Donc, voilà. Ça se réfère à des travaux, notamment nord-américains des années 80, qui effectivement montrent qu'il peut y avoir des processus d'isomorphisme, c'est-à-dire en fait de convergence des modèles. Donc l'ESS qui prend en fait les pratiques, les manières d'agir des entreprises conventionnelles. Pour le dire autrement, il arrive qu'un caméléon sur une table bleue devienne bleu. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc voilà, l'ESS risque de devenir capitaliste. Voilà, oui, c'est ça. Avec d'ailleurs, dans certains cas, ça s'est vu dans le monde anglo-saxon, des risques qu'on appelle de démutualisation, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à perdre le statut, donc pour devenir des entreprises conventionnelles. Donc ça peut... Alors c'est moins vrai en France parce que juridiquement c'est plus compliqué, mais en tout cas c'est un vrai risque. Donc il y a... Alors ce phénomène, il tient... Pourquoi il y a ce risque? Alors il tient à 2 choses. Il peut tenir d'une part, bon, il y a l'isomorphisme concurrentiel en réalité, c'est-à-dire la concurrence. C'est-à-dire qu'évidemment, sur un marché hyper concurrentiel, on est obligé de s'aligner sur les standards finalement, et puis de rechercher des logiques de performance sans forcément, en perdant parfois la dimension sociale ou solidaire qui pouvait être attachée à l'organisation. Donc il y a ça. Et puis il y a l'isomorphisme institutionnel qui en fait lui procède plutôt de la régulation en réalité, et notamment, c'est-à-dire que l'acteur public a une vraie responsabilité en réalité dans ces processus-là. Parce que souvent on est tenté en réalité de moraliser l'économie sociale en disant est-ce qu'elle est vertueuse ou pas, voilà. Donc on va avoir des débats comme ça de nature presque morale sur le l'ESS. En fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de voir dans quel cadre institutionnel elle s'inscrit et de voir effectivement si ces cadres institutionnels lui permettent d'exister dans ses spécificités. Et ce qu'on observe effectivement, c'est par exemple, il y a 2 phénomènes, je vais les citer, au niveau européen notamment, qui ont
pu poser des questions. Le premier, c'est le droit de la concurrence. Donc effectivement, qui, par définition, une économie dont les modes de coordination reposent sur la coopération ou la solidarité, quand vous leur imposez un régime concurrentiel, automatiquement, ça les met en grande difficulté en réalité. Donc il y a ça qui fonctionne, avec en plus derrière une logique, cette mise en concurrence, notamment du point de vue de l'action publique, c'est-à-dire qu'on transforme les subventions qui étaient octroyées auparavant au titre du fait qu'elles accomplissaient des missions d'intérêt général, par exemple dans le cadre des associations, eh bien on transforme ça en marché public, où on les met en concurrence, où on va chercher le moins-disant, etc. Donc il y a vraiment un sujet de cadre institutionnel de ce point de vue, et le droit de la concurrence en est un bon exemple. Deuxième exemple, c'est la question des directives solvabilité, c'est-à-dire que face aux risques financiers systémiques, c'est-à-dire typiquement la crise de 2008, la crise des subprimes a accentué cette pente-là, c'est-à-dire qu'on demande effectivement aux entreprises de se concentrer davantage. Alors, en gros, l'idée, c'est too big to fail. Alors, vous allez être tellement gros que finalement, vous allez traverser toutes les crises sans encombre, sans vaciller. C'est un petit peu ça. Et donc, ça a conduit à un processus de concentration extrêmement fort des mutuelles, puisque par exemple, les mutuelles, aujourd'hui, il y en a, je crois, en France, quelque chose comme 400, alors qu'avant, il y a une vingtaine d'années, c'était plusieurs milliers. Donc, c'est un mouvement de concentration très fort qui, effectivement, induit derrière un risque de banalisation ou d'isomorphisme. Parce que derrière, ça veut dire que quelle gouvernance dans des organisations de masse. Alors, non seulement un risque d'isomorphisme, d'institutionnalisation, mais si j'ai bien compris aussi, ça impose une forme de managérialisation de ces organisations, puisque plus elles sont grosses, il faut pouvoir les manager. Et là, vous citez, parce que ça renvoie à la problématique de la quête d'identité, vous citez Jean-Louis Laville, qui est un grand auteur, une référence sur la question. Lui considère qu'à la managérialisation de l'OSS doit répondre à ce qu'il appelait déjà en 2016 une nécessaire réconciliation entre l'économie et la démocratie. Et ça rejoint une notion qui vous est chère, je le sais, parce qu'on on la voit aussi dans le livre et puis dans vos autres travaux, c'est ce que vous appelez la valorisation de la compétence civique. Qu'est-ce que vous voulez c'est l'idée que c'est la vieille idée en fait de faire descendre la République dans l'entreprise, ou dans l'atelier. On disait au 19e siècle, c'est cette idée finalement que la citoyenneté doit aussi être économique. Elle n'est pas que politique. Elle ne passe pas que par l'exercice du droit de vote ou même par des modalités de participation plus ou moins organisées. Mais elle et pas que par le mouvement social, mais aussi par une forme de mouvement social économique en réalité. Et donc on peut être acteur dans une entreprise, à la fois acteur économique et acteur politique, effectivement, fondé sur cette compétence civique, c'est-à-dire la capacité à prendre la parole, à délibérer, à penser et à débattre d'orientation stratégique pour le devenir de l'entreprise. Voilà. Donc c'est cette idée finalement d'une intégration à la gouvernance, en réalité, d'une composante citoyenne. Voilà, ça c'est un élément assez fondamental, c'est-à-dire de sortir d'une gouvernance actionnariale pour aller vers une gouvernance sociétariale, c'est-à-dire l'idée que on donne une place aux citoyens. Donc c'est le cas dans de nombreuses organisations de l'ESS, puisqu'en fait, elle repose sur le principe de double qualité, c'est-à-dire que le bénéficiaire, le bénéficiaire de l'action, c'est aussi le sociétaire. C'est-à-dire, par exemple, dans une... Mais vous dites vous-même que parfois... Une fois qu'on a dit ça, les sociétaires, ils sont pas forcément toujours là. Quoi. Mais la démocratie, en même temps, si vous prenez le régime démocratique, c'est jamais tout à fait parfait non plus. Donc, en fait, la démocratie, c'est un travail, c'est jamais achevé. Et donc, c'est toujours une construction, et c'est toujours, en réalité, à remettre sur le métier. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que, évidemment, il n'y a pas de modèle idéal. Et quand on est dans l'ESS, on ne veut pas dire qu'on vit dans un monde idéal. Ça veut dire qu'on a la prétention de tendre vers cet idéal, c'est-à-dire d'essayer, en tout cas, de se projeter et de tenter d'y aller. Voilà, c'est de partir du réel pour aller à l'idéal, comme dirait Jaurès finalement. Donc c'est un peu cette idée-là. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est cette mise en travail en réalité. Et donc face à des répressions diverses liées au contexte institutionnel qui ont toujours existé. J'évoquais les grandes répressions du 19e siècle contre les corps intermédiaires. C'est pas beaucoup plus facile d'exister à cette époque-là qu'aujourd'hui face aux pressions du capitalisme. Bon, donc, mais face à ça, il y a des ripostes démocratiques qui peuvent s'organiser. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut revitaliser démocratiquement les organisations pour pas, par exemple, dans le secteur associatif, devenir une économie de service. Est-ce qu'on est des opérateurs de politique publique dans le but de délivrer des prestations de services finalement à des populations plus ou moins précaires,
ou est-ce qu'on porte un véritable projet associatif, émancipateur, qui intègre les personnes à la gouvernance, qui essaye de les émanciper, de les amener à s'élever, de les amener à développer d'autres projets, à progresser. Voilà, c'est ça le sujet, en fait. Alors, vous avez employé vous-même, à un moment dans votre réponse, le mot projet, projeté. Ça nous amène au 5e chapitre, qui est donc consacré à partir des pages 86 et 87 aux tendances de l'ESS. Et vous dites que 3 scénarios qui ne sont pas d'ailleurs concurrents semblent se dessiner pour l'ESS en France depuis la loi Hamon de 2014. Alors, je les cite. D'abord, un mouvement de réforme de l'entreprise qui prend de l'ampleur selon vous. Ensuite, une reconfiguration de l'entreprise à partir de la logique des communs. Et enfin, l'amorce d'un projet politique pour l'ESS dans ce que vous nommez la démarche de la République de l'ESS. Vous venez d'en dire quelques mots. Réforme de l'entreprise, logique des communs, République de l'ESS. Est-ce qu'on peut reprendre ces 3 scénarios? Oui, bien sûr. Le premier, c'est la montée en fait en puissance, la montée en charge de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Donc ça, on le voit, c'est un mouvement en fait qui vient des entreprises conventionnelles parce que soumises à des critiques en réalité. Donc le capitalisme est soumis à des critiques, il réagit en mettant en œuvre des stratégies de responsabilité sociale de l'entreprise. Bon. Alors c'est là qu'intervient par exemple ce qu'on appelle les entreprises de mission. Les entreprises à mission, qui ont été créé par la loi Pacte en 2019, donc sous Emmanuel Macron, avec l'idée qu'une entreprise peut se doter d'une raison d'être. Donc elle doit dire au fond quelle est sa fonction sociale, au-delà de la recherche de bénéfices, qu'est-ce qu'elle vise en réalité pour la société, quelle est sa raison d'être, et elle peut aller plus loin, c'est-à-dire se doter d'une mission avec des objectifs qui peuvent être mesurés, un comité de mission qui va vérifier tout ça, et finalement ces rapports peuvent devenir opposables, y compris juridiquement, c'est-à-dire si quelqu'un veut l'attaquer. Voilà. Donc il y a, parce qu'elle ne mettrait pas en œuvre finalement sa mission. Voilà. Donc là on a effectivement des mouvements assez forts de ce type, alors avec à la fois une sorte d'injonction à la RSE qui est extrêmement forte aujourd'hui, très fortement poussée aussi par les institutions, y compris internationales et autres. De l'autre côté, une espèce d'échec en réalité de cette RSE, parce que on peut prendre plusieurs exemples. Dans le cadre des sociétés à mission, Danone a voulu devenir société à mission. Ça a coûté son siège. Voilà, Emmanuel Faver a été au chômage. Voilà, donc c'est ça. Donc le PDG a été contré par certains actionnaires, enfin fonds activistes, fonds dits activistes. Donc ça, effectivement, on a bien vu l'échec aussi, ou en tout cas les limites de cette approche. On l'a vu également sur Orpea, donc grand groupe, effectivement, dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées qui, a des fonctionnements plus que problématiques. Eux se sont jamais prétendus entreprises à mission. Là, ils veulent le devenir. À vrai dire, oui, c'est là. Oui, mais ils sont rachetés par, ils sont intégrés par la Caisse des dépôts, etc. Oui, Caisse des dépôts et pas que. Mais en tout cas, c'était pas une mission, mais c'était les champions des critères ESG, c'est-à-dire qu'effectivement, donc les critères environnement, social, gouvernance. Ce sont les critères, si vous voulez, chez les acteurs financiers, c'est ce qui équivaut à la RSE. Mais qui en fait est pas très cadré, on va dire. Donc, ce qui fait que vous avez un peu de tout et n'importe quoi dans les critères ESG. Et Orpea, typiquement, était très très bien noté dans les critères ESG. Donc c'était une super entreprise du point de vue de la responsabilité sociale. Voilà. Donc on a vu à quoi ça pouvait ressembler. Vous voyez, donc il y a une forme de remise. Je cite ces exemples, il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, actuellement, il y a une remise en cause de la RSE au moment même où en fait il y a une injonction à la RSE. Vous voyez, c'est le paradoxe en fait de la situation. Et l'ESS, elle est interpellée par ça, parce que d'un côté, si les entreprises se mettent à être sociales, solidaires, écologiques ou ce que vous voulez, finalement, ça la questionne automatiquement. Et donc face à ça, il y a plusieurs réactions. Soit effectivement, elle essaye d'occuper le terrain en montrant, oui, elle est plus RSE que les autres, et finalement, d'une certaine manière, l'ESS, c'est une sorte d'aboutissement logique de la RSE, donc c'est ce qu'essaye de défendre un certain nombre d'acteurs, voilà, donc il y a des entreprises qui ont pris ce tournant-là, la Maïf est la première d'entre elles, voilà, le Maïf, clairement, est dans cette idée-là, quitte d'ailleurs parfois à oublier, en tout cas, à plus affirmer la dimension, sa mission, plutôt que son appartenance à l'ESS, c'est-à-dire notamment qu'elle a des modalités de partage de la valeur et du pouvoir, ça, elle oublie peut-être parfois, alors qu'elle le fait, mais voilà, on a une limite là-dessus. Ensuite, on a des scopes, maintenant Up, le grand groupe coopératif qui fait les chèques déjeuner, qui est devenu scope à mission, du coup. Voilà, donc on a cette stratégie, effectivement, où on rentre dedans. Up, si je me souviens bien, qui est
cofinanceur de la chaire que vous dirigez. Tout à fait, il me semble, exactement. ouais, Oui, tout à fait. Et qui est devenu scope à mission. Et donc, on voit bien cette orientation et qui d'ailleurs s'est servi de la mission pour réaffirmer en réalité son modèle coopératif. Il dit, nous sommes une scope à mission ancrée territorialement qui fournit des services aux habitants. Ça, c'est le premier scénario. Ça, c'est le premier scénario où on joue le jeu. Voilà. Ce que vous appelez la logique des communs. Ouais. Alors, c'est très discuté la question. Rappelez-nous ce qu'on appelle les communs. Les communs, c'est l'idée finalement de dire que autour d'une ressource commune, cette ressource pouvant être de nature sociale, c'est pas que environnementale. Dans la théorie des communs, chez Elinor Ostrom, qui a été prix Nobel d'économie, il y a l'idée que ce sont des ressources environnementales en fait pour l'essentiel, autour desquelles des communautés locales s'organisent pour créer à la fois une modalité de répartition, de distribution de ces ressources, mais aussi une gouvernance autour. Voilà. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, originel. Mais ces ressources peuvent être aussi sociales. Donc on peut l'emploi, le logement, l'éducation, la culture, tout ce que vous voulez, peuvent relever aussi c'est pas que l'air qu'on respire. Non, voilà. Donc c'est aussi ce que l'on fait ensemble en réalité. Voilà. Et donc cette logique des communs qui se rapproche plutôt d'une ESS très territoriale en réalité, qui est un peu la nouvelle génération, on va dire, de l'économie sociale et solidaire, qui arrive actuellement avec des citoyens en fait qui ont des aspirations très fortes au changement, aux transitions, et qui pour s'engager en fait prennent les cadres d'action de l'économie sociale et solidaire. Donc ils vont particulièrement créer des associations, des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont des coopératives en fait dans lesquelles les salariés ont une voix au chapitre, mais également l'ensemble des parties prenantes, les bénéficiaires de l'activité, les collectivités locales, des bénévoles, enfin je sais pas. Donc ça peut être extrêmement large. Voilà, donc on a des citoyens en fait qui s'engagent de plus en plus dans ces logiques-là et qui essayent effectivement de reconfigurer l'ESS finalement au prisme des communs. Voilà. Ça rejoint entre autres le municipalisme de Murray Bookchin, etc. C'est proche, oui. C'est des logiques effectivement qui sont assez proches. Alors troisième scénario, la République de l'ESS. Alors là, c'est la République qui devient sociale et solidaire. On savait que la France était déjà une république laïque, démocratique, unitaire et sociale. Alors, c'est quoi la République de l'ESS ? La République de l'ESS, en fait, ça fait référence à une vieille utopie, en réalité, coopérative, où l'un des principaux théoriciens de l'économie sociale donc, et du coopérativisme, à la fin du 19e siècle, Charles Gide, avait appelé à une république coopérative. Voilà. Et il disait, il faut qu'on transforme l'ensemble de l'économie sous forme coopérative. Bon, que c'est plutôt l'État, à vrai dire. La socialisation s'est faite, beaucoup, mais par l'État-providence, et pas forcément par un régime coopératif. N'empêche qu'il avait cette idée d'une république coopérative, et donc, en fait, l'idée, c'est de la remettre un peu au goût du jour à travers cette idée d'une république sociale et solidaire, c'est-à-dire, au fond, une république qui s'appuie sur l'ensemble de ses citoyens, de sa société civile, pour essayer de se revitaliser, de se renouveler, et puis de repartir à l'offensive, c'est-à-dire, finalement, face à une république qui a été soumise, il faut bien le dire, depuis une quinzaine d'années à des politiques d'austérité assez fortes, à aussi des formes de ce qu'on appelle le nouveau management public, de tendance un peu néolibérale, avec une logique de marchandisation, de mise en concurrence des services publics, etc. On pourrait tout à fait imaginer une autre république, une république sociale et solidaire, avec cette idée qu'elle puisse se revitaliser, se reposer sur ces différents mouvements citoyens, coopérer avec eux pour essayer finalement de créer de nouveaux services publics coopératifs en réalité, dans lesquels les citoyens auraient une place. Voilà. On va arriver à la fin de notre entretien, Timothée Duverger, et donc à la fin de votre ouvrage. Mais avant d'aborder la courte conclusion, qui est très ramassée et dense, je voudrais évoquer avec vous ce que j'ai noté, page 100 de votre ouvrage. C'est une formulation que j'ai trouvée tout à fait intéressante parce qu'elle nous met aussi dans la dimension prospective. Je vous lis, ce projet politique consiste à faire de l'ESS la norme souhaitable de l'économie. Là, on boucle notre entretien parce que on revient sur la dimension que vous évoquez au tout début de notre échange. Et vous continuez, ce qui renvoie non seulement à ces règles, mais aussi au processus de coopération qu'elle met en œuvre dans, par exemple, vous citez la mutuelle Aesio, qui tente de rendre compte à travers la notion, alors je vais réussir à le dire, de escisation de l'économie, par contraste avec son ubérisation. Alors, on parle de l'ubérisation, ce que Jérôme Fourquet appelle le larbinat. Vous parlez de escisation de l'économie. Alors, je vais être un peu brutal dans ma question.
Est-ce que c'est pas le combat de David contre Goliath quand même? Vous me direz et vous me répondrez, j'anticipe. À la fin, c'est David qui gagne avec sa petite fronde contre le géant Goliath. Enfin, l'ESS versus Uber, on se dit que vous n'avez pas peur de l'Everest. Non, mais parce que je pense que l'ESS peut gagner à condition qu'elle ne soit pas seule. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, elle s'inscrit dans des cadres institutionnels. Donc, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ces cadres institutionnels peuvent évoluer. Moi, ce que je note sur la question de l'ubérisation, puisque vous revenez sur ce sujet, actuellement, il y a une directive européenne qui est en travail pour notamment sur les travailleurs des plateformes pour instaurer ce qu'on appelle une présomption de salariat. C'est-à-dire qu'effectivement, on dise que par principe, en fait, s'il y a un certain nombre de critères qui sont remplis, mais ils sont remplis, eh bien, les travailleurs des plateformes, notamment par exemple les livreurs à vélo, eh bien, sont en fait des salariés et non pas des indépendants. Donc, ils peuvent se syndiquer, etc. Donc, ils peuvent se syndiquer, ils peuvent bénéficier d'un contrat de travail, des droits sociaux qui sont liés. Ils deviennent etc. salariés par destination. Ils deviennent salariés, voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des ripostes coopératives par rapport à l'ubérisation. Il existe des coopératives. À Bordeaux, on a les coursiers bordelais qui existent. On a des coopératives, on a une coopérative de livraison même de repas qui a été montée aussi. Enfin, il y a deux coopératives là au niveau local. Et puis il y en a un peu partout en France. On en retrouve d'ailleurs dans l'ensemble des pays. Donc finalement, l'ESS est en train déjà d'inventer ces nouvelles protections. Évidemment, elle va pas permettre de le faire pour l'ensemble des salariés ubérisés finalement. Enfin, l'ensemble des travailleurs. Vous voyez, j'ai fait un lapsus. Des travailleurs ubérisés. Hein, voilà, ça c'est clair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, elle est à l'avant-garde d'une forme de resocialisation de l'économie à travers effectivement cette directive notamment européenne de présomption du salariat. Il faut remarquer d'ailleurs que c'est plutôt au niveau du gouvernement français que ça bloque actuellement, mais en tout cas là on a un sujet, ça va arriver demain. Voilà. Donc à vrai dire, moi je m'inquiète plus pour l'avenir d'Uber que pour l'avenir de l'ESS. Alors, belle note optimiste à la fin de notre échange. Dans votre conclusion, vous proposez une devise pour l'ESS, unie dans la diversité. Alors, vous ne le dites pas, ou je l'ai pas lu, le grand Européen que vous êtes, qui je suppose, a dû voter oui pour tous les référendums concernant l'Union européenne, aurait pu dire que c'est la devise déjà de l'Union européenne, in varietate concordia quand même. On le sait peu, mais unis dans la diversité, c'est déjà, j'allais dire, à l'échelle européenne. Pour vraiment terminer, quels sont les impératifs, à votre avis, que l'ESS ne doit pas manquer pour continuer à être le corps vraiment vivant qu'elle est depuis longtemps et que votre livre ne mérite de nous montrer, c'est-à-dire vraiment, pardon pour l'anglicisme, mais work in progress, quoi, travaux en cours sur l'ESS, c'est évident. Je pense que je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a une question de comment elle entretient la flamme, donc effectivement la question de l'énergie citoyenne qui l'alimente en fait, et qui trouve un débouché naturel avec des cadres d'action, parce qu'en fait l'ESS c'est d'abord des cadres d'action collective pour les citoyens. Donc ça c'est un premier niveau. Je pense que le premier enjeu il est véritablement là, c'est-à-dire d'arriver à coller aux aspirations nouvelles de la société, notamment les aspirations des jeunes qui ont envie aujourd'hui d'avoir un nouveau rapport à l'entreprise, un nouveau rapport au travail, qui ont des aspirations très fortes du point de vue de la transition écologique, des solidarités, on l'oublie aussi, mais d'ailleurs plus presque les solidarités que la question écologique souvent. Donc je crois que déjà ça c'est un premier point, c'est comment l'ESS effectivement arrive à coller à la société et à cette demande sociale qui est en train de monter. Voilà, je crois que c'est un premier défi qui est tout à fait essentiel. Et le deuxième défi, à mon avis, c'est que l'ESS, il faut qu'elle se confronte au reste du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ESS s'est beaucoup parlé à elle-même pendant longtemps. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'elle ait... Et elle a souvent d'ailleurs été dans une attitude assez défensive, c'est-à-dire à craindre finalement l'État. Il y avait toujours eu un rapport à l'État assez paradoxal en réalité, et souvent un peu craintif vis-à-vis de l'État, une sorte de peur de l'intervention, voire une hostilité. Anarcho-syndicale de la fin du 19e. Qui peut aller jusqu'à l'hostilité, voilà, évidemment vis-à-vis de l'État. Ça, c'est un premier niveau. Et il y a un deuxième niveau, c'est vis-à-vis de l'entreprise. Toujours une défense aussi vis-à-vis de l'entreprise conventionnelle, de se dire, mais on veut venir me coloniser finalement avec les méthodes de l'entreprise conventionnelle, avec ses modes de management, ses critères de performance,
tendance, etc. Bon, donc ça, évidemment, il faut résister face aux tendances qui viendraient rogner ces spécificités finalement. Donc ça, évidemment. Mais en même temps, moi, je crois que le SS, elle a un enjeu à passer un peu à l'offensive et à dire justement quelle est la norme souhaitable de l'économie de demain et à le montrer et à effectivement monter des stratégies et des alliances avec un certain nombre d'acteurs, des acteurs politiques. Moi, je crois beaucoup au niveau territorial où effectivement il y a beaucoup de collectivités locales qui peuvent être assez ouvertes à ces mouvements-là, qui peuvent en plus s'appuyer sur eux pour effectivement mettre en œuvre des politiques publiques, des services publics et tout ça. Donc là, il y a, à mon avis, un champ très important à défricher. Et puis, deuxième niveau, les entreprises elles-mêmes, il faut aller se confronter aux entreprises et leur proposer des cadres d'action de l'économie sociale et solidaire pour faire du développement territorial. Nous, on parle beaucoup, vous mentionniez, ma chère, de responsabilité territoriale des entreprises. C'est cette idée que finalement, l'ESS, avec des modèles associatifs et coopératifs, peut embarquer, et elle le fait déjà, hein, il y a des pôles territoriaux de coopération économique, il y a des monnaies locales, il y a tout un tas d'instruments qui existent déjà, peut embarquer l'ensemble des acteurs d'un territoire, les habitants, les entreprises, les acteurs publics, pour effectivement résoudre des problèmes publics de ce territoire et mener les transitions. Voilà. Merci beaucoup, Timothée Duverger. Donc, je remontre votre livre, L'économie sociale et solidaire à la découverte, sous collection économie. Économie. Merci à vous, Timothée. Je vous remercie beaucoup.